de ce nom. Chers amis et camarades, tout d'abord, merci d'être venus. Et ensuite, merci d'être là pour notre patrie, notre avenir. Parce que si vous êtes venus, ce n'est pas uniquement pour écouter la bonne parole, mais bien évidemment pour pouvoir apprendre et faire fructifier les quelques éléments que je vais essayer de vous donner afin d'en tirer la substantifique moelle pour notre combat. Nous sommes des nationalistes. Nous sommes une vieille famille politique en France dont la genèse remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque ceux qui aimaient la patrie se sont trouvés en déshérence de régime politique et ont pu constater que les problèmes qu'ils rencontraient avaient évolué et qu'il fallait s'organiser afin d'y faire face. Les années, les décennies ont passé, et nous sommes aujourd'hui rentrés réellement, je pense, depuis l'an dernier, dans le XXIe siècle, avec la pandémie, le prétexte de guerre comme nous oppose, face à une situation nouvelle. Et cette situation nouvelle amène le pouvoir à prendre des mesures qu'il n'avait jamais, jusqu'à présent, depuis longtemps, osé prendre. Nous avons une réelle évolution de la répression contre ce que nous représentons. Que représentons-nous? Je vous le disais il y a quelques secondes, nous sommes des nationalistes et nous sommes donc nécessairement en opposition frontale et fondamentale avec le système politique qui nous gouverne. Ce système, quel est-il? Ce système est inféodé à des intérêts qui ne sont pas des intérêts français. J'entends comme un ange qui passe et qui me dit « Qui Ben oui, qui? Et pas que. Une convergence d'intérêts. Les intérêts d'un patronat qui a perdu tout amour des siens, tout amour de la patrie, et qui veut uniquement que les salaires baissent afin de maximiser son profit. L'intérêt de personnes qui, traditionnellement, par leur appartenance ethnique, n'ont jamais eu de solidarité avec les peuples, les nations au sein desquelles elles sont implantées. Il y a le même ange qui passe. Et ensuite, le fait qu'une grande quantité de personnes, d'individus, issus d'à peu près tous les coins les plus pourris de notre planète Terre viennent quémander l'aumône sur notre territoire national, amenés par les premiers et les seconds. Et ce système veut pérenniser et aggraver cette espèce d'infâme melting pot qui fonctionne dans l'intérêt des uns, minoritaires, contre nous. C'est leur démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple des électeurs par le peuple des élus dans l'intérêt du peuple élu. Évidemment, c'est un système que nous, nationalistes français, amoureux de nos terroirs, amoureux de notre patrie, nous ne pouvons pas accepter. C'est un système pour qui nous représentons le mal absolu. Parce que nous ne voulons pas entrer dans le jeu de ce système. Nous ne voulons pas quelques sièges de députés ou quelques sièges de conseillers qui nous permettrait, grosso modo, de faire fonctionner ce système en y apportant notre toute petite pierre, notre tout petit grain de sel. Nous voulons le flanquer par terre pour restaurer la nation dans ce qu'elle a d'essentiel, son passé, son présent et surtout son avenir. C'est quelque chose que le système en place ne peut pas tolérer. Et donc, il a mis au point une répression beaucoup plus importante que ceux qui existaient. Alors,
Premièrement, cette répression est une répression qui va au-delà de la simple nation. Autrefois, les lois françaises étaient des lois qui étaient votées par la Chambre des députés, entérinées par la navette avec le Sénat, je parle pour la Ve République au moins, et exécutées par les administrations françaises et la justice. Toutes les lois que nous avons presque actuellement procèdent non pas de la volonté populaire française, incarnée si tant est qu'elle puisse l'être par une assemblée, mais bel et bien de décisions supranationales issues de Bruxelles. Il y a deux arrêts célèbres, l'arrêt Jacques Vabre et l'arrêt Nicolot des années 74 et 76, 1900, qui disent que le droit européen prime sur le droit français. L'essentiel des lois antiracistes vient de décisions européennes, de directives européennes qui ont été mises en œuvre par le gouvernement français. La loi antirévisionniste de 1990 procède par exemple d'une directive de 1988. Deuxième élément, l'essentiel de ces lois provient de la décision de personnes qui ne veulent pas que l'on sache qui elles sont. A. La loi Pleven. 1972, première loi antiraciste en France, du moins deuxième loi, il existait un décret d'avant-guerre, mais qui était très difficile à mettre en œuvre. C'est la loi qui crée les associations antiracistes et leur donne la possibilité de se constituer partie civile. Cette loi est votée en juillet 1972, c'est-à-dire quand les gens, on les voit de pied à l'éventail sur la plage et ne regardent pas ce que font les députés. Et elle porte le nom de son rapporteur, qui est un ministre gaulliste, René Pleven, que tout le monde connaît au moins de nom. Oui, mais derrière, il n'y a pas que René Pleven. Il y a tout un ensemble de personnes issues d'une communauté dont les intérêts ne recoupent pas nécessairement les intérêts nationaux. Et nous avons la loi Guesso, c'est la loi antirévisionniste, qui interdit de remettre en cause ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pardon, excusez-moi de vous interrompre. On ne pourrait pas plutôt dire la loi Fabius-Guesso, pour être plus juste, ou je me trompe? Vous anticipez de 2 minutes sur ce que j'allais dire. Je m'excuse. La loi Guesso, alors Guesso, c'est quoi des Guesso? Guesso, c'est quelque chose qui, quelqu'un qui ne sert pas à grand chose, c'est un député communiste. Un député communiste, déjà qu'un député ça ne sert pas à grand chose, il a la notoire d'être député communiste. Et c'est vrai que le Parti communiste français n'avait pas fait voter la moindre loi en France, depuis 1969. Ah, alors, évidemment, Guesso a dit, mais s'il vous plaît, est-ce que je pourrais faire une petite loi là avec le tampon du Parti communiste? Tu peux parler un peu plus fort. C'est ce que j'essaie de faire. Avec le tampon du Parti communiste, une petite loi là qui soit communiste. Et on lui dit, oui, que quoi comme loi? Oh, ben, on va faire une loi antiraciste. La loi antiraciste, c'est chouette, c'est sympatoche, c'est communiste, ça va. Et là, le Parti socialiste, Fabius, est arrivé, il lui a tapé sur la tête, camarade Guesso, ta loi, tu vas la faire, il n'y a pas de problème, hein, ta loi anticommuniste, ta loi antiraciste, tu vas la faire. Mais on aimerait bien que tu rajoutes ce petit paragraphe-là qui est prévu par l'Europe sur le révisionnisme. Et hop, ça s'appelle la loi Guesso. Mais derrière, c'est la loi Fabius-Guesso. Et toutes ces lois-là proviennent de la même origine. Elles ont une AOC. Et elles ont toutes été votées en plein été, à un moment où personne ne surveille le travail des députés, c'est-à-dire au moment où ça passe crème, quoi. C'est un aspect de la répression. Ça permet de voir d'où vient la répression et qui est à la manœuvre. L'Europe et des intérêts qui sont à tout le moins distincts de l'intérêt national, puisqu'ils visent une partie assez limitée, finalement, numériquement, du corps social français. Cette répression est double. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Cette répression est individuelle et collective. Alors, vous me dire comment une répression peut être collective. La répression individuelle, tout le monde sait ce que c'est. On se retrouve en garde à vue, on se retrouve confronté à des tribunaux, etc., etc. Mais une répression collective, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la répression collective, c'est ce que nous, les militants de l'œuvre française, avons vécu en 2013 et 2014. Nous sommes un mouvement politique
dont l'activité déplaît au pouvoir en place, ce que je viens de vous expliquer, et nous sommes un mouvement politique qui est dissous pour un prétexte complètement ridicule. Le prétexte ridicule, c'est l'affaire Clément-Méric. L'affaire Clément-Méric, qu'est-ce que c'est? C'est une bagarre entre militants nationalistes et quelques racailles antifascistes qui tournent mal pour les antifascistes. Ben, il y en a un qui meurt. Voilà. C'est la rencontre de l'antifascisme et du principe de réalité, l'affaire Amérique. Le problème, c'est que le résultat, c'est que quelques mois plus tard, notre ami Ivan Benedetti, président de l'Union française à l'époque, se voit notifier une demande de débat contradictoire, qui a été complètement ridicule d'ailleurs, on ne nous a pas écoutés, et quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, la dissolution de l'œuvre française. Il faut savoir que tout est organisé. Le président du Conseil d'État à l'époque, c'est-à-dire celui qui a jugé notre dossier, c'est Jean-Marc Sauvé. Jean-Marc Sauvé, il a été connu pour avoir été le rapporteur d'un pavé assez indigeste sur l'Église en France et la pédophilie. Jean-Marc Sauvé, c'était le directeur des libertés publiques qui, en 1991, a interdit l'organe de presse de l'œuvre française, Le Soleil. C'est-à-dire que la même personne qui a concocté l'interdiction du journal de l'œuvre française est celle qui préside la juridiction qui est chargée, objectivement, de décider si oui ou non il est opportun de dissoudre la même œuvre française. Il s'agit clairement d'une répression collective, organisée, déguisée, qui adopte des formes juridiques de l'état de droit, mais qui en réalité n'obéit pas à des principes de l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas la démocratie, c'est quelque chose qui existe depuis bien avant, c'est Beccaria, c'est nulla pena sine lege. Pas de peine, pas de crime, nulla pena sine lege, pas de peine, pas de crime sans loi. Eh bien, ce principe-là, il est violé. Peu importe que ce que vous avez fait ait été parfaitement légal à l'époque où vous l'avez fait, vous allez contre le pouvoir en place, on vous fait taire. C'est la répression collective. La répression collective, c'est la répression qui s'exerce contre les journaux, contre Rivarol par exemple. La LICRA lance une campagne, cette campagne est suivie, et finalement la commission paritaire est supprimée, et Rivarol ne bénéficie plus des avantages qui sont donnés normalement aux organes de presse. C'est PayPal qui supprime ses comptes au même journal. C'est ça la répression collective. La répression collective, c'est l'interdiction par tous les moyens légaux ou d'apparence légale de la parole collective des militants politiques. Alors la répression collective, bien, on y fait face comme on peut, bien sûr. D'abord, nos structures restent. Il faut bien savoir qu'une structure, ce n'est pas, ça n'a jamais été, et ça ne sera jamais une simple structure légale. Une structure, c'est un ensemble de personnes qui s'organisent dans le but de faire progresser telle ou telle idée politique, du moins dans le sens politique du terme. Le Parti communiste a été interdit à de nombreuses reprises. Il existe toujours. Et on n'interdit pas une idée. On peut détruire un monument, détruire une statue, mais on ne détruit pas les vertus qui les sous-tendent. Plus gênante individuellement est la répression à laquelle nous sommes confrontés au jour le jour. Alors cette répression, c'est une répression qui avance sous un faux nez. L'ennemi, c'est nous. Il faut le savoir. Je vous donne un exemple. J'ai entendu dans les milieux nationaux et patriotes nombre de personnes se réjouir de la loi contre la burqa il y a quelques années. Enfin, l'espace public français va être purgé de ces bonnes femmes déguisées en poubelles de stockage. Enfin! Vous savez combien il y a eu de contraventions dressées pour burqa? Je crois qu'il y en a eu 54 ou 55. Par contre, ça a permis plusieurs milliers d'arrestations de militants nationalistes parce qu'ils avaient eu le malheur de remonter leur châle sur le nez face aux lacrymogènes des forces de police dans les manifestations. Ah oui, ils commettaient une infraction puisque c'est interdit de... La République se vit à visage découvert. Paf. Donc, l'État, le pouvoir répressif, nous présente une loi qui peut nous sembler de premier abord acceptable, sous-tendue par des bons principes, mais qui en réalité n'a été concoctée que pour nuire à ceux
qui sont considérés comme les ennemis de cette République, de leur République, c'est-à-dire à nous. Nous avons également eu ce qu'on a appelé l'état d'urgence. Alors l'état d'urgence, c'est quelques catastrophes, hein, évidemment, c'est des horreurs. Je ne suis pas en train de vous dire que le terrorisme est une chose de bien, loin de là. Loin de là. Et ça a choqué. Mais l'État en a profité pour se saisir de la situation et faire rentrer dans notre corpus législatif des mesures d'urgence absolue, des mesures qui normalement ne peuvent exister que face à un danger imminent. On n'avait pas vu de militaires patrouiller dans les rues depuis très longtemps. Vigipirate est resté. On n'avait pas vu d'assignations administratives. Elles ont été instaurées. On n'avait pas vu ces pouvoirs décuplés de surveillance du militant politique qui existent actuellement. Alors l'état d'urgence a servi de prétexte. Et une fois que le peuple français a été habitué à cet état d'urgence, eh bien, on a fait passer cet état d'urgence dans la loi habituelle, la loi normale, en disant on lève l'état d'urgence, tout va bien, fermez les yeux, circulez, il n'y a rien à voir. Mais pendant ce temps, les textes répressifs, eux, ils étaient bien en place et ils s'appliquaient, ils s'appliquent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que l'essentiel de l'arsenal de privation des libertés politiques en France qui a été mis en place dans le cadre de l'état d'urgence a finalement été purement et simplement inséré dans notre droit commun. Voilà ce qu'est la répression individuelle. La répression individuelle, c'est aussi la délégation à des associations par le pouvoir de l'initiative des poursuites. Avec notre ami Yvan, nous avons eu récemment le plaisir de rencontrer le président de l'organisation... L'Observatoire Juif de France. Juif de France. Tout un programme d'ailleurs, et c'est pas l'Observatoire français, il n'est pas français, c'est pas l'Observatoire des Juifs français, non, c'est l'Observatoire des Juifs de France. Dans le département de France de notre pouvoir international, on crée un observatoire pour voir si tout se passe bien. Rien que le terme est un programme. Eh bien, ces associations peuvent saisir le ministère public, demander des poursuites. Elles bénéficient même de prérogatives particulières auprès des fonds de garantie. Qu'est-ce que ça signifie, les fonds de garantie? Les fonds de garantie, c'est la CIVI, la Commission d'investigation des victimes d'infraction. Vous avez plus de 30 jours d'ITT parce que vous vous êtes fait casser la figure. Vous avez un déficit fonctionnel permanent ou vous avez été victime d'une infraction particulièrement grave. L'État va préfinancer votre indemnisation. Donc même si vous avez été blessé par le clochard du quartier qui est totalement insolvable, vous serez payé par l'État qui se retournera contre le clochard du quartier. Bon, ben, il faut savoir maintenant que le préjudice d'association, il est rémunéré à peu près de la même façon. Il y a des différences, mais c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est l'État qui va préfinancer en grande partie, ce qui permet à ces associations d'attaquer absolument n'importe quand et n'importe qui. Elles sont de véritables officines africaines de la liberté d'expression. C'est la Stasi bis. D'autant plus que les tribunaux sont lâches, sont une lâcheté insigne. Aucun tribunal n'aura le courage de dire que tel ou tel propos, finalement, relève du débat politique, si jamais ce propos est connoté politiquement de racisme, d'homophobie, de transphobie, et au référence sur Horreur suprême d'antisémitisme. C'est également la répression des bagarres. C'est également la répression des bagarres. Un accrochage dans la rue entre nervis antifascistes venus pour tout casser et militants nationalistes venus pour parler, ben c'est simple, hein. L'antifasciste repart libre, le nationaliste repart entre deux policiers. Voilà. Les peines prononcées sont aussi différentes. Voilà le tableau. Alors, comme disait Lénine, que faire? Est-ce qu'il faut baisser les bras? Donc moi j'ai plutôt tendance à le lever. Bon. Eh bien, non. Pas pour me rendre, hein. Non. Non. Non, parce que cela démontre avant tout un mal-être de la part de notre ennemi, de l'État.
de cet État, de leur République. Il y a eu une grande peur des mal-gouvernants, pas la grande peur des bien-pensants déjà très connue, mais la grande peur des mal-gouvernants lors de la première crise des Gilets jaunes. Personne ne s'attendait à ce que le corps social français se révolte comme il l'a fait. Le corps social français, c'est simple, hein, c'est un drapeau, pas un pavillon de complaisance, un territoire, pas un terrain de camping, un visage, pas un match de carnaval. Et les Gilets jaunes, c'était ça, c'était des drapeaux tricolores et du travailleur français de souche. Alors bien sûr, ça a été pourri par toute la racaille Antifa, etc., et toute la racaille de banlieue qui est venue créer une fracture entre ces manifestants et ceux qui travaillaient encore le samedi, en cassant les commerces, etc. Mais initialement, c'était la révolte sociale française. Et croyez-moi, ça a été un traumatisme pour nos gouvernants, pour ceux qui ont le pouvoir en France. Un très grand traumatisme. Ils ont réellement eu peur. C'est le Baden-Baden de De Gaulle, hein. C'était quasiment le gouvernement qui allait foutre le camp. Le corps social français se révolte, on va se retrouver au bout de corde, au premier lampadaire du quartier. Et ça démontre que nos gouvernants ne sont pas sûrs de leur fait. Un pouvoir qui est sûr de son fait, il n'appuie pas sur la pédale répressive comme ça. Ça démontre un gouvernement qui s'affole. Un gouvernement qui multiplie les lois liberticides pour essayer de sauver son pouvoir. La multiplication des lois n'est pas la multiplication de leur application systématique. Certes, c'est désagréable, mais ce n'est jamais qu'une garde à vue, ça n'est jamais qu'un passage dans un commissariat. Ça n'est jamais qu'une condamnation avec sursis. Pour eux, c'est beaucoup plus grave. Ça signifie tout simplement que leur pouvoir même est en cause et tremble sur ses bases. Et ces politiques, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la répression collective. N'importe quelle association nationaliste, que ce soit l'œuvre française au plan national, mais actuellement même des groupes locaux, je pense à l'Innovation sociale par exemple, sont dissous. Les groupes Antifa, aussi violents qu'ils soient, ne sont pas dissous. Pourquoi? Parce que les groupes Antifa, certes, sont violents, mais ils ne provoquent pas à la haine raciale ou à la discrimination, ils ne font pas l'apologie de régimes historiquement défendus par leur peuple il y a presque un siècle. Évidemment, ce sont les meilleurs auxiliaires du capitalisme. L'antifa, le gauchiste, il est violent, il tape, mais il souffre d'une espèce de syndrome d'auxiliaire coprofile du capitalisme. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à tout ce qui est sale, tout ce qui est laid, tout ce qui est pourri. Il va chercher le squatteur unijambiste, le lépreux du fin fond de l'Afrique noire, etc., pour l'aider en France. Parce que ce pauvre homme issu des coins les plus reculés de l'humanité, ben, ma foi, il fait baisser les salaires. Il permet de faire venir d'autres personnes comme lui qui vont prendre la place du travailleur français, mais dans des conditions que le travailleur français n'aurait jamais acceptées. Et donc, il rentre parfaitement dans cette dynamique du pouvoir politique en France, de transformer un peuple en une masse informe de consommateurs abrutis, pouvant travailler au doigt, à l'œil et à la baguette, et au tarif que l'on veut leur imposer. Ce sont nos minorités gouvernantes qui ont tout à y gagner. Voilà. C'est à peu près le tableau de la répression actuelle en France. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'on ne fait pas tenir une pyramide sur sa tête. Le pouvoir de ces quelques milliers, dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers d'individus riches, totalement coupés du peuple français, ne peut pas continuer à exister. Rien n'est plus calme qu'un baril de poudre quelques secondes avant que la mèche ne l'atteigne et ne le fasse exploser. Notre situation, alors je vais peut-être choquer certains d'entre vous, est à bien des points comparable à celle de la France de la veille de la Révolution bourgeoise de 1789.
au moins en 2 points. Le système politique n'est plus adapté et il est perçu comme injuste par l'essentiel du corps social. En 1788, on doit reconnaître que la noblesse ne répondait plus aux objectifs pour lesquels elle devait exister, qu'il y a quand même un monde entre l'épée à 2 mains brandie par le suzerain du XIIIe siècle et la perruque poudrée coiffant la tête du courtisan du XVIIIe siècle. C'était vécu comme une injustice profonde par l'essentiel du corps social français, et la France était un pays riche. La France est encore aujourd'hui un pays riche. Sans quoi elle n'entretiendrait pas le nombre de parasites qu'elle entretient. Mais de la même façon, nous avons ce sentiment diffus mais prégnant d'un système injuste, d'un système qui privilégie certains inutiles sur ceux qui sont en réalité productifs, travailleurs et qui font vivre ce pays. Et la révolte de ceux qui sont productifs, travailleurs et font vivre ce pays, ça peut faire mal. Et deuxièmement, nous avons un autre point de comparaison. Ce point de comparaison, c'est celui de, pardonnez-moi le barbarisme, l'horizontalisation des médias. Avant 1789, dans les années 1750, il y avait encore un illettrisme important dans les villes et l'imprimerie n'était pas à la portée de tous. Avant 1789, l'imprimerie était devenue à la portée de tous et dans les villes, l'essentiel de la population savait lire. Ça a amené tout ce qu'on appelait les libelles. Vous savez, ces petites feuilles qui étaient imprimées dans des appartements à Paris, qui ont donné des journaux, des journaux orduriers d'ailleurs, hein. Je pense au Père Duchesne ou à d'autres journaux de ce style. Eh bien, ces libelles ont eu un rôle essentiel dans la diffusion de la pensée pré-révolutionnaire qui aboutit à la Révolution française. Nous avons le même principe. Dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000, l'information était verticale en France. Elle était tenue par des grands organes de presse ou par la télévision française. Il n'y avait pas d'information horizontale. L'information horizontale est née d'Internet. Par Internet, une chaîne Telegram, Facebook, ou je ne sais trop quel réseau social, vous avez le pouvoir d'un patron de presse à votre niveau. Et vous influencez des centaines, peut-être même des milliers de lecteurs. C'est ça qui a créé également cette répression aveugle du pouvoir qui a peur. Qui a peur parce que la situation ressemble à cette situation pré-révolutionnaire et qu'évidemment, ce pouvoir-là n'a aucune envie de se retrouver sur la place publique. C'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant parce que voir que ceux qui ont le pouvoir s'affolent, voir que ceux qui ont le pouvoir utilisent de tous les arguments possibles, tous les moyens possibles pour nous faire taire, ça signifie que notre parole porte. Ça signifie que nous comptons. Ce n'est pas parce que nous sommes ici a priori peu nombreux, les minorités révolutionnaires n'ont jamais été nombreuses, que pour autant nous n'avons pas un poids certain. Et ce poids certain, il se mesure à l'aune des précautions prises contre nous par le système politique en place, et notamment des précautions répressives. Quelques éléments plus pratiques pour terminer mon intervention, qui sont peut-être un peu déconnectés de ce que je vous disais tout à l'heure de façon plus théorique, mais qui procèdent de votre défense personnelle. Vous pouvez être confronté à n'importe quel moment au pouvoir répressif. Vous allez être entendu par des policiers. Taisez-vous. Taisez-vous. Lorsque vous êtes entendu, audition libre ou garde à vue, taisez-vous. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Ne parlez pas parce que si vous parlez, vous allez essayer de vous justifier, vous allez essayer de mentir. Celui qui a les procès-verbaux et qui sait ce qui vous est reproché, c'est le policier, c'est pas vous. Et il fait son travail. Et son travail, c'est de faire en sorte que vous avouiez ce qu'il sait, mais dont il n'a pas la preuve, utilisable devant un tribunal. Si vous vous taisez, vous ne le lui donnerez pas. Ça ne sera pas pire pour vous. Certes, vous ferez peut-être un peu plus de garde à vue. Vous ferez 24 heures ou 48 heures au lieu de faire 5 heures. Mais il vaut mieux faire 48 heures de garde à vue et rien après que 5 heures de garde à vue et un lourd procès
À la suite. Donc, taisez-vous. Ne soyez pas injurieux envers ceux qui vous persécutent. Ça ne sert à rien, ça se retournera contre vous. Soyez polis, mais soyez fermes. Gardez ce calme des vieilles troupes. Vous avez pour vous 2000 ans d'histoire. Et vous avez pour vous la raison. Eux, ils n'ont pour eux que le salaire que leur versent les deniers de Juda, que leur verse le gouvernement en place. C'est tout. C'est nous qui sommes porteurs d'avenir, pas eux. C'est nous qui sommes révolutionnaires, pas eux. C'est nous qui pouvons changer cette société, pas eux. Nous sommes comme ceux de l'école d'Uriage durant le gouvernement du maréchal Pétain, dans cette devise, à très peu, contre presque tous, pour tous. Merci.